Je suis pas misogyne, hein. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà. Salut dur à cuire et j'espère que votre été se passe très bien. Alors, c'est la fin des JO malheureusement. Ah, c'est allé trop vite. Là, j'ai vibré pendant 2 semaines, c'était incroyable. J'adore les JO. En plus, j'ai passé une soirée au Club France et j'ai pu rencontrer mes sportifs préférés, donc les cavaliers de concours complet d'équitation qui ont eu la médaille d'argent. Et j'ai pu avoir une photo avec Karim Lagouag, mon sportif préféré de tous les temps. Il est adorable, il rigole tout le temps et tout. Donc voilà, forcément ces JO vont me laisser un souvenir impérissable. Bon bah malheureusement, fin des JO, ça veut aussi dire fin de la trêve politique en France. Donc ça n'aurait échappé à personne. La France actuellement traverse une situation politique un petit peu compliquée. Et Emmanuel Macron s'était engagé à nommer un Premier ministre à l'issue des JO. Et c'est vrai que je réfléchissais à cette histoire de Premier ministre, et d'un coup je me suis dit, mais Premier ministre, Edith Cresson? Pourquoi est-ce que tout le monde déteste Edith Cresson? Pour rappel, notamment aux étrangers qui regarderaient cette vidéo, Edith Cresson a été la première femme première ministre en France, en 1991. Et elle a dû démissionner après 10 mois, après un mandat considéré comme épouvantable. Je crois que c'était une des personnalités politiques les plus détestées par les Français. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine envers Edith Cresson? Donc écoutez, je vous propose de faire l'autopsie de ce mandat. Donc écoutez, c'est parti. Alors, Edith Cresson, soyons honnêtes, elle démarre bien dans la vie. Son père est haut fonctionnaire, c'est un militant de la SFIO, donc la SFIO, c'est l'ancêtre du Parti socialiste. Et d'ailleurs, elle rejoint ce parti en 1965. Et via une amie, elle va rencontrer un certain François Mitterrand, pour rappel, qui a été doublement président de la République. Et va s'en suivre une carrière politique remarquable. Elle va être députée européenne, elle va être 4 fois ministre. Et ça va pas être des ministères de témoignage, ça va vraiment être des ministères très très importants. Elle va notamment être la première femme ministre de l'Agriculture. Alors, l'agriculture, c'est vraiment le moins féminin des ministères. Là, à ce jour, il n'y a eu que 2 ministres femmes, Edith Cresson et Christine Lagarde, en 2007. Christine Lagarde qui est restée 1 mois à ce poste. Ça va pas vous étonner, soyons honnêtes, l'agriculture, c'est quand même un milieu assez... qui peut être rustre. Alors attention, je mets pas toute l'agriculture sur le même plan. Franchement, pour moi, il y a vraiment une frontière entre les petites exploitations, les agriculteurs bio et les agriculteurs industriels type FNSEA. La FNSEA, c'est, on va dire, le lobby des agriculteurs, mais c'est un lobby pour l'agriculture vraiment industrielle, là, clairement. Je déteste la FNSEA. Pour moi, c'est vraiment le pire lobby qui existe, avec peut-être le lobby pharmaceutique et des hydrocarbures, et je sais de quoi je parle, je bosse moi-même dans les affaires publiques. Je crois que j'avais jamais dit ma profession sur YouTube, maintenant vous le savez, j'ai étudié les affaires publiques, j'ai moi-même été lobbyiste, et je peux dire, la FNSEA, c'est le pire. Ils sont tellement violents envers ceux qui pensent pas comme eux. Et alors déjà que aujourd'hui la FNSEA c'est quelque chose, imaginez il y a 40 ans. D'ailleurs, la nomination d'Edith Cresson a été considérée comme une provocation. Et on va le lui faire payer. Dites-vous bien qu'à une rencontre, les agriculteurs ont déployé une banderole où il y avait écrit « Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère ». Alors, elle a eu quand même une magnifique punchline, puisqu'elle a répondu « Heureusement que je suis ministre de l'Agriculture, puisque j'ai affaire à des porcs. Je vais pouvoir m'occuper d'eux. » L'horreur, vraiment. Et d'ailleurs, lors de sa toute dernière rencontre avec le président de la FNSEA, donc après qu'elle lui a annoncé sa démission en tant que ministre pour être déployée dans un autre ministère, celui-ci lui a répondu « Ah, enfin je vais avoir un homme en face de moi que je pourrai regarder dans les yeux. » Non, franchement, elle a pris cher. D'ailleurs, elle sort renforcée de cette expérience. Elle va notamment ensuite être nommée ministre du Commerce extérieur. Donc elle se passionnait pour l'économie. Et Mitterrand était bien content parce qu'en fait, Mitterrand
détestait l'économie, hein. Il l'avouait, hein. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment la politique étrangère. L'économie, il avouait ne rien y comprendre et il voulait pas se pencher dessus. Alors elle avait vraiment à cœur de rendre la France plus attractive, plus compétitive. D'ailleurs, c'est grâce à elle hein, que Walt Disney s'est implanté en France et pas en Espagne, parce qu'au début, Disney voulait en Espagne. Et c'est elle qui va vraiment mettre plein d'arguments sur la table et tout, parce qu'elle voulait que ce parc vienne en France. Mais c'est en 1991 que Édith Cresson va vraiment rentrer dans l'histoire, quand François Mitterrand va lui proposer le poste de Premier ministre. Alors, Édith Cresson était très lucide. Hein. Elle l'avoua des années plus tard que déjà quelques années auparavant, Mitterrand lui avait dit qu'avant la fin de ses mandats, il aurait aimé nommer une femme Premier ministre pour pouvoir entrer dans l'histoire, en étant le premier président à confier ce poste hautement important à une femme. Alors, on peut penser ce qu'on veut de bilan politique de Mitterrand, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il avait un sacré ego. Alors on qualifie souvent Macron de Jupiter, mais si Macron c'est Jupiter, alors Mitterrand, je pense que là c'était Chronos, carrément, ou Uranos. Pour ceux qui ne s'intéressent pas trop à la mythologie, on parle du père et du grand-père de Zeus/Jupiter. Et d'ailleurs, Édith Cresson, au début, elle n'en veut pas de ce poste. Elle sait, pardonnez-moi l'expression, que c'est casse-gueule, il n'y a rien qui va. Elle est un petit peu traumatisée de son expérience à l'agriculture. Elle sait que beaucoup de Français n'accepteront pas d'avoir une femme avec autant d'autorité. Deuxièmement, elle sait qu'au sein du Parti socialiste, il y a une flopée de cadres qui rêveraient d'avoir ce poste. Elle sait qu'elle aura un bloc contre elle, tant au sein de son parti qu'à l'extérieur. Mais Mitterrand s'en fiche, on ne disait pas non à François Mitterrand. Il va insister. En plus, pour lui, c'était devenu personnel, parce qu'il faut savoir que il venait d'avoir Rocard comme Premier ministre. Or, il faut savoir que Rocard et Mitterrand se vouaient une haine personnelle. Il voulait, lui, déjà marquer l'histoire, et ensuite avoir un Premier ministre qui ne le trahirait pas. Un Premier ministre, entre guillemets, qui lui était entièrement acquis. Et forcément, Édith Cresson, elle cochait les cases. En plus, je vous l'avais dit, elle avait quand même fait du bon taf dans ses précédents ministères, elle s'y connaissait en économie. Et il disait, c'est le profil idéal. Il va insister. Elle va finir par dire oui. Et le 15 mai 91, la voici Premier ministre. Mais elle n'a pas beaucoup d'enthousiasme. Elle va le dire. Le jour de son investiture, ils vont être furieux en parlant des cadres du PS. Et c'est vrai. En plus, elle n'a même pas les mains libres. Normalement, un Premier ministre peut choisir son gouvernement, ses ministres. Et là, non. Mitterrand va lui imposer des noms pour au moins les ministres régaliens. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver, par exemple, à devoir cohabiter avec son pire ennemi, à savoir Pierre Bérégovoy, qui va être nommé au budget. Il faut savoir que Pierre Bérégovoy, il rêvait, vraiment, et pas qu'en se rasant, de devenir Premier ministre. Donc pendant tout le mandat d'Édith Cresson, il va faire en sorte de lui mettre des bâtons dans les roues. Attends, on parle du ministre du budget, donc autant dire qu'il avait les possibilités de le faire. Ce ne sera pas le seul à le faire. Elle va avoir des moqueries, des remarques sexistes dans son propre camp, des députés PS à l'Assemblée nationale, mais vont se moquer d'elle ouvertement. Et pas que, d'ailleurs. Il y a un député UDF, par exemple, qui va la comparer à Madame de Pompadour. Vous savez, Madame de Pompadour, c'était la maîtresse de Louis XV, pas une fine politicienne. Et là encore, elle va avoir une bonne punchline. Franchement, Édith Cresson, elle avait des punchlines. Elle va dire... Oui, je suis la favorite, mais la favorite de mes électeurs. Bam! Non, franchement, pour ça, elle avait un esprit à la Mortemart, vous voyez, à la Athénaïs de Montespan. Donc oui, le début de son mandat, il commence très mal. Elle n'a pas de soutien, à part celui de Mitterrand, mais Mitterrand ne se mouillait pas trop non plus. C'était un peu son fusible, quand même, Édith Cresson. Elle n'a pas d'appui au sein de sa majorité, et ça, c'est un problème. C'est important pour un ministre d'avoir des appuis. Avec les Français, au début... Ça se passait bien lors de sa nomination, plus de 75% des Français étaient satisfaits. Mais malheureusement, le divorce va vite être consommé parce qu'en fait, elle n'a pas de chance, sa situation économique, elle est mauvaise. Il y a du chômage, il y a de l'inflation, donc c'est la stagflation là qui est vraiment la hantise de tout gouvernement. Bon, après... Édith Cresson n'était pas non plus une Blanche-Neige. Elle n'était pas parfaite. Elle avait par exemple des gros problèmes de communication. Alors elle croyait pas en la profession de chargée de communication. Pour elle, c'était pas un métier. C'est dommage parce qu'elle va nous sortir de ces phrases. Oh là là. Par exemple, elle va dire à 2 reprises quand même que 25% des Anglo-Saxons sont homosexuels et que c'était un problème.
Elle va dire aussi la finance, moi j'en ai rien à cirer. Et elle va qualifier les Japonais de fourmis. Quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Et le problème, c'est que quand tu es Premier ministre, tu peux pas te permettre de faire ça. Elle n'était pas faite pour ce poste, elle n'avait pas les qualités inhérentes. Mais ça, elle le savait encore. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? D'ailleurs, en 2 mois, sa popularité, elle s'écroule. Puis elle est moquée de toutes parts. Il y avait un show, donc le Bébête Show, qui portait bien son nom. C'était une sorte des Guignols de l'info, mais version vulgaire et trash. Et c'est vrai qu'elle va être dépeinte comme une panthère à la botte de François Mitterrand. C'était littéralement une marionnette de panthère et François Mitterrand, c'était un peu un guermite, vous voyez, c'était une grenouille. Et c'est vrai que, non mais ils vont tenir des propos horribles. Alors qu'elle parlait de reboucher le trou de la sécu, on lui dit ouais, bouge d'abord ton trou. Et malheureusement, les Français vont s'imprégner de cette image. Pourtant, tout n'est pas à jeter dans le mandat d'Edith Cresson. C'était une femme de conviction, ça ne peut pas lui reprocher. Par exemple, l'écologie, pour elle, c'était très important. Alors qu'à l'époque, soyons honnêtes, tout le monde s'en foutait. Elle avait aussi une certaine fibre sociale, par exemple, elle va vraiment encourager la création et le développement du réseau des écoles seconde chance. Vous savez, c'est ces écoles pour les jeunes qui n'ont pas de qualification et qui veulent remettre le pied à l'étrier. 10 mois et 18 jours après sa prise de fonction, elle demande à démissionner. D'ailleurs, Mitterrand avait avoué que, franchement, ils allaient la tuer si elle restait en poste. Edith Cresson va en vouloir personnellement à Mitterrand l'avoir mis dans cette situation. D'ailleurs, vous savez, quand les premiers ministres, quand ils démissionnent, font une lettre de démission, et jusqu'alors, elles étaient publiées, ces lettres de démission. Celle d'Edith Cresson a été jugée tellement agressive qu'elle n'a pas été publiée, et elle ne va pas parler à François Mitterrand pendant au moins 1 année. Du coup, c'est Pierre Bérégovoy qui va lui succéder, il va réaliser son rêve. Bon, alors, je vais pas être trop critique avec Pierre Bérégovoy parce que c'est vrai qu'il a mal fini. Lui aussi, il va être Premier ministre à peine 1 an. Et en 93, on va le retrouver mort dans des circonstances un petit peu bizarres quand même, près d'une rivière. Officiellement, il se serait ôté la vie avec l'arme d'un de ses gardes du corps parce qu'en fait, il y aurait eu des accusations de corruption à son encontre. Bref. Donc, quel bilan faire du mandat d'Edith Cresson? Écoutez, moi je la vois un petit peu comme une Iphigénie moderne, une figure qu'on a envoyée au sacrifice. Vous savez, Iphigénie, c'était la fille du roi Agamemnon, le roi grec, et les Grecs voulaient envoyer leur navire sur Troie, là, pour récupérer Hélène, mais il n'y avait pas de vent, et donc du coup, les dieux leur ont dit, sacrifiez la fille du roi Agamemnon, et comme ça vous aurez du vent pour envoyer vos navires. Donc la pauvre Iphigénie a été envoyée en sacrifice. Et voilà, c'est la même chose un peu avec Edith Cresson, dans le sens où elle a été envoyée au casse-pipe par François Mitterrand. Il savait que ça allait être un désastre. Il savait que la conjoncture était pas bonne. Il savait que les cadres du PS, et pas que du PS, allaient s'abattre sur elle. Il savait qu'elle aurait des réactions sexistes, parce que la société française était très sexiste à l'époque. Mais par fidélité, parce que je pense qu'elle aimait sincèrement François Mitterrand, elle l'aimait pas en mode love story, mais elle avait du respect pour lui, c'était un ami de longue date, elle s'est sacrifiée. Et lui l'a lâché, il l'a lâchement abandonné, il lui a même pas donné les moyens de faire ce qu'elle voulait, en la laissant même pas nommer ses ministres, en gardant une certaine distance avec elle. Et elle n'était pas faite pour ce job. C'était écrit que ce mandat allait être une catastrophe. Donc écoutez, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous entendrez parler d'Edith Cresson, n'ayez pas ce petit sourire ironique. Franchement, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle a pu, avec les peu de moyens qu'elle avait. Et écoutez, que devient Edith Cresson aujourd'hui? Écoutez, c'est resté une femme active jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle est dans ses 80 ans, mais elle s'est notamment beaucoup investie, pareil, dans les écoles seconde chance. Et on entend parfois encore parler d'elle, notamment quand Elisabeth Borne a été nommée en 2022. Elisabeth Borne, du coup, qui a été la 2e femme Premier ministre, elle a beaucoup pris la parole à ce moment-là, en lui souhaitant bonne chance. Et en revenant du coup sur son expérience malheureuse. Et là encore, ça n'a pas été une grande réussite, quoi. Elle a tenu 20 mois avant qu'on la pousse à la démission, parce que pas assez docile, parce qu'au moins Elisabeth Borne, quand même, elle savait dire non à l'exécutif, trop froide. On pardonne rarement les mêmes défauts aux hommes et aux femmes. Regardez par exemple Bruno Le Maire. Là encore, je ne juge pas les politiques et tout dans cette vidéo, mais juste les personnes. Bruno Le Maire, c'est un technocrate. Il est froid, on n'a pas envie forcément d'aller boire une bière avec Bruno Le Maire. Est-ce qu'on le lui a reproché? Non, au contraire. On dit oui, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui suit ses dossiers. Et Elisabeth Borne, c'était le même profil que Bruno Le Maire. Elle, par contre, on lui a reproché
son sérieux, sa froideur, et ça, bah, moi, ça m'énerve, voilà. Donc voilà, sur ce petit coup de gueule, c'est la fin de la vidéo. Je vais essayer de mettre en barre de description d'autres sources. J'ai notamment écouté un podcast d'Affaires Sensibles, justement, qui revenait sur le mandat de Dédith Cresson. J'adore Affaires Sensibles. J'aimerais tellement un jour rencontrer Fabrice Drouel. D'ailleurs, c'est simple, quand j'écris un script de vidéo, j'ai la voix de Fabrice Drouel dans la tête, et du coup, j'essaye de voir ce que ça va rendre si c'était lui qui le disait. Vous voyez, bien sûr, lui, c'est un bien meilleur narrateur que moi. Écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à envoyer sur WhatsApp ou je sais pas cette vidéo si vous avez des amis qui s'intéressent à la politique. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Salut!